Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette maison et je vous prie de m'excuser pour ce retard. J'étais venu dans une autre réunion de l'autre côté du bâtiment. Je suis en tout cas très heureux qu'on puisse se retrouver aujourd'hui toutes et tous collectivement pour la concrétisation d'une des mesures de la loi croissance et activité qui m'est chère, la création d'un produit d'assurance vie ou plutôt d'une unité de compte dédiée au capital investissement. Et c'est vraiment la concrétisation de cette mesure qui est à mes yeux une avancée à double titre. D'abord parce que c'est le prolongement d'un travail qui est engagé depuis plusieurs années, et je veux revenir sur cette philosophie et cette volonté de faire. Et puis c'est ensuite, comme beaucoup de mesures portées dans cette loi, le résultat d'une méthode de travail qui a associé les acteurs, et je veux ici vraiment aussi les en remercier. Alors d'abord, cette mesure, elle s'inscrit dans une histoire. Et nous partageons au fond ici tous un constat simple, un constat de bon sens qui se fonde sur plusieurs paradoxes. Le premier paradoxe, c'est que nous sommes un pays qui a une épargne financière abondante, mais qui l'utilise mal, et qui a un problème de financement de son économie réelle. En effet, il y a 3 600 milliards d'euros d'épargne financière, et nous sommes l'un des pays qui a le plus de difficultés à financer son innovation, la croissance de ces entreprises, plus largement les fonds propres. Et donc, face à cette espèce de distorsion, ce manque de fonds propres qui touche toutes les catégories d'entreprises, se vit avec des effets différents. Les grandes entreprises arrivent à compenser justement ce décalage, si je puis dire, par des investisseurs étrangers, parce qu'elles n'ont pas de problème à trouver donc des investisseurs à l'international, mais avec constamment un débat que nous revivons assez régulièrement dans notre pays, qui est celui de la dépendance de ces entreprises à un financement qui n'est pas national ou qui serait trop largement international. Là-dessus, je pense qu'il faut savoir raison garder, mais bien souvent, les mêmes qui voudraient que les entreprises puissent décider de tout avec un capital français sont celles et ceux qui, généralement, détruisent les conditions macroéconomiques qui pourraient aider à développer un vrai capitalisme à la française. Mais nos grandes entreprises, du coup, se sont développées en accédant à ces marchés de capitaux, en se développant, en se finançant, avec en moyenne, et c'est stable depuis une dizaine d'années dans le CAC 40, environ 65% d'une base actionnariale étrangère. Les entreprises en croissance dans les secteurs traditionnels, notamment industriels, se trouvent, elles, bien souvent trop freinées dans leur croissance, et il est pour elles plus difficile de prendre des risques. Et donc c'est là où ce problème de financement a un coût macroéconomique. Et on le voit sur beaucoup d'entreprises. C'est d'ailleurs l'un des éléments qui explique le différentiel franco-allemand qu'on peut voir dans la matière, c'est que la difficulté à accéder à un financement, en particulier un financement de croissance en France, est un des freins au développement de nos entreprises. Enfin, pour les startups, le financement est souvent une question de vie ou de mort, et la réponse, elle, tient parfois en un mot, qui est l'expatriation. Et on le voit dans beaucoup de cas de développement dans les premières phases de croissance, ce qu'on appelle joliment en bon français la phase de scale-up. Eh bien, on a des entreprises qui s'expatrient à défaut de pouvoir trouver un financement en France. Donc on voit que ce paradoxe a un coût. Le deuxième paradoxe, justement lié aux startups, c'est que nous avons une économie qui est de plus en plus tirée par l'innovation, par des acteurs de cette nouvelle croissance numérique extrêmement disruptive, et que nous gardons des structures de financement qui sont celles d'une économie de rattrapage. C'est-à-dire, nous avons une économie qui est encore très intermédiaire, qui est surtout très orientée dans un financement par la dette et par tous les produits d'endettement. C'est une nécessité, il faut le préserver. Or, les défis d'une économie de l'innovation, de la disruption, c'est au contraire d'aller chercher des fonds propres extrêmement rapidement à un niveau parfois important. Et donc, cette économie d'innovation, elle a besoin d'une structure de financement beaucoup plus orientée vers les fonds propres. C'est d'ailleurs ce qu'on constate dans les économies anglo-saxonnes. Et donc, nous devons réussir collectivement à réorienter, en quelque sorte, les modes de financement de notre économie, d'une économie, au fond, de financement par la dette, à une économie de financement par les fonds propres. Nous avons un ennemi en la matière qui a été le cadre de régulation. Il faut bien le dire, et je pense que je n'aurai pas grand monde à convaincre dans cette salle,
les régulations, que ce soit d'ailleurs les régulations bancaires ou assurantielles, ont été extraordinairement défavorables à cette réorientation. Elles ont plutôt en fait joué contre le cycle. Et depuis la crise, il faut bien le dire, nous avons perdu cette bataille. Nous l'avons perdue parce que le pouvoir politique a considéré qu'il fallait remettre à des autorités de régulation, des régulateurs indépendants, essentiellement chargés d'une politique, au fond, de sécurité et prudentielle, comme leur nom l'indiquait, la régulation de ces acteurs. Et notre économie a un double problème. Elle est plus intermédiaire que nombre d'autres économies, en particulier que les économies anglo-saxonnes. Nous, c'est 75% de notre économie qui passe par ces intermédiaires que sont les banques et les assurances. Et nous avons eu à subir, au fond, dans le même temps, 3 types de régulation extrêmement fortes. Une régulation budgétaire pour les gouvernements qui a conduit à contracter le crédit public, une régulation bancaire avec en particulier BAL2, BAL3 qui a conduit à progressivement sortir des banques la capacité à financer le private equity et à s'exposer à certains risques, en particulier PME, et la régulation assurantielle avec le dernier né Solvabilité 2 qui est extrêmement défavorable à une allocation en fonds propres et qui a plutôt réduit celle-ci pour réorienter vers le financement obligataire. La triple conséquence, vous le voyez bien, contraction de l'investissement public et du crédit public, contraction du crédit bancaire ou de la place des acteurs bancaires dans le financement en fonds propres de l'économie, contraction de l'offre en fonds propres des assureurs. Ce triple effet a normalement un impact déflationniste. C'est un miracle que nous ne soyons pas totalement tombés dedans. Nous avons réussi par des voies et moyens à essayer de le contourner, mais c'est le défi qui nous est porté. C'est compte tenu de ce que je viens de décrire et de ses conséquences, compte tenu de l'épargne financière qui est disponible dans notre pays et de sa nécessité pour justement financer ce cycle d'une économie d'innovation, eh bien comment remettre les choses en bon ordre et réussir à réorienter une partie de cette épargne vers le financement indispensable en fonds propres de notre économie. Face à cela, le gouvernement, depuis 4 ans, avance pour faire en sorte que l'épargne des Français soit plus orientée vers les actions, avec plusieurs réformes, l'augmentation du seuil du PEA, la création du PEA-PME, la promotion et la création d'un cadre réglementaire pour le crowd equity, une évolution du cadre fiscal de Business Angel, l'introduction de l'eurocroissance et du produit Vie Génération, la création des fonds de prêt à l'économie, qui représentent à présent plus de 8 milliards d'euros d'actifs, le lancement de nouvelles structures juridiques pour l'investissement en capital via la société de libre partenariat, que portait également la loi croissance. Toutes ces mesures ont contribué, chacune avec d'ailleurs des impacts plus ou moins importants, à aller dans le sens que je viens d'évoquer. Et le produit qui est lancé aujourd'hui s'inscrit dans cette lignée. Et de quoi s'agit-il ? Depuis longtemps, nous avons essayé de faire en sorte qu'une partie des encours d'assurance vie aille vers les titres de capital et en particulier vers le financement des PME et des ETI. Ce sont les produits DSK et NSK jusqu'à l'eurocroissance. Beaucoup d'initiatives sont allées dans ce sens. En revanche, jusqu'alors, nous n'avions pas réussi à traiter un sujet qui était qui porte le risque de liquidité, qui est un sujet absolument majeur parce que tant que l'assureur est obligé de régler en espèces au rachat du contrat sous un délai de 2 mois, c'est lui qui porte le risque de liquidité. Et concrètement, ça lui interdit bien souvent de proposer des unités de compte investies en part de fonds illiquides, notamment des fonds de capital investissement. Et cette contrainte, elle était pointée de manière systématique. C'est ce que nous avons fait évoluer, précisément, en permettant aux assurés avisés de souscrire des unités de compte à remise en titre. C'est ça l'innovation principale de justement cette réforme. Le risque de liquidité est alors porté par l'assuré ou le bénéficiaire, et l'assureur peut donc proposer des unités de compte investies en fonds de capital investissement. Et le produit que M. Buberl évoquera, c'est le premier fonctionnant sur ce principe. Et cela permettra de soutenir le financement d'entreprises, notamment de PME en croissance, comme celles dont les chefs d'entreprise s'exprimeront justement tout à l'heure. Et derrière cette manière un peu technique de présenter les choses, si on peut dire, cette réforme permet d'investir en capital investissement dans le cadre fiscal de l'assurance vie. Et donc, elle aide à réorienter justement cette épargne française vers le financement en fonds propres.
Et à terme, j'espère que l'encours de ce type de produit pourra représenter quelques milliards d'euros. Alors par ailleurs, depuis l'introduction de cette mesure, nous avons poursuivi notre mobilisation. Et dans le texte de loi Transparence et modernisation de la vie économique, qui est actuellement au Sénat, j'irai demain défendre plusieurs dispositions qui vont aussi dans ce sens et qui permettent ainsi de créer ce que j'avais appelé un fonds de pension à la française, en assouplissant les contraintes prudentielles qui pèsent en particulier sur certains régimes de retraite. Et les contrats de retraite professionnelle pourront ainsi être réorientés vers les actions à due proportion justement de ce qui est réorientable et compte tenu du profil des assurés qui sont ainsi concernés. Cet assouplissement prudentiel, il consiste à quoi? Il consiste à sortir de solvabilité 2 pour ramener à solvabilité 1 ces régimes additionnels de retraite, ces 130 milliards d'euros en France. C'est permis par la directive. Nous avions été mieux-disants il y a quelques années, ce qui était une erreur stratégique par rapport à ce que j'évoque. Et donc, nous allons, par la loi, ramener dans le cadre prudentiel de solvabilité 1 ces régimes additionnels de retraite, ce qui permettra, selon nos analyses, sur les 130 milliards d'euros, de réorienter 15 à 20 milliards d'euros vers le financement, justement, de l'économie réelle. Enfin, nous introduirons en fin d'année le compte entrepreneur investisseur. Il visera, quant à lui, à permettre à réinvestir des plus-values réalisées dans les entreprises en croissance avec un traitement fiscal à l'impôt sur le revenu et à l'ISF plus avantageux que ce qui existe aujourd'hui. Voilà, le lancement de ce produit, il est aussi, au-delà de ces éléments de fond, pour moi, l'occasion de saluer aujourd'hui l'aboutissement d'une méthode. Parce que par le passé, nous avons parfois trop essayé d'imaginer des produits d'épargne dans les bureaux de Bercy entre les gens qui savaient. Et l'expérience, parfois même l'expérience récente, a montré que si ça n'est pas pensé avec la place, ça marche moins bien. Parce que c'est plutôt les gens qui ont vocation ou à en bénéficier ou à le commercialiser qui peuvent aider à penser le produit. Ça peut paraître basique pour certains d'entre vous, mais c'était parfois une nécessité à rappeler. Et donc pour cette réforme, nous avons procédé, je crois, vraiment dans le bon sens, et je veux en remercier les différents acteurs ici présents. On a d'abord commencé par échanger avec des assurés, des gestionnaires de fonds et des assureurs, afin de savoir comment le gouvernement pourrait faire en sorte que l'assurance vie aille plus vers les PME et les ETI. Et nous avons constaté que la demande existait chez les clients avisés, qu'elle existait tant et si bien que ces clients souscrivaient d'ailleurs des contrats luxembourgeois la plupart du temps pour le faire, et qu'il fallait donc rendre possible en droit français ce qui existait ailleurs, la remise en titre. Donc ça a été un constat de marché. Nous avons ensuite travaillé ensemble sur les textes de loi, les textes réglementaires, et je veux vraiment remercier AXA, NextStage entre autres. Il y a eu un gros travail de concertation sur ce volet. Et puis cette méthode qui part du client n'est malheureusement pas toujours au cœur des pratiques de l'État. Cette méthode de co-construction, nous l'avons ensuite poursuivie et nous la poursuivrons. Plusieurs points ont d'ailleurs été identifiés pour permettre un plus grand développement des produits que nous lançons aujourd'hui. Tout d'abord, élargir les fonds éligibles afin que cela puisse concerner la quasi-totalité des fonds du marché et non pas une minorité. Ensuite, apprécier les ratios de dispersion sur la base des encours totaux des contrats et non plus des versements. Comme ça, si un assuré, justement, a déjà 1 million d'euros de fonds euros sur son contrat, il faut qu'il puisse verser 100 000 sur son UC Private Equity, c'est logique. Et enfin, un relâchement des ratios de dispersion pour les clients les plus avertis. Ce sont des aménagements déjà identifiés et concertés que nous allons poursuivre avec la place. Sur ces 3 sujets, nous avons, avec Michel Sapin, demandé au Trésor de modifier le Code des assurances, ce qui devrait être fait à l'automne pour continuer dans l'application de cette réforme à aller plus loin. Voilà, je pense que c'est vraiment aujourd'hui une réforme qui est triplement gagnante. Elle est gagnante pour les assurés parce qu'elle permet d'élargir le champ des supports accessibles. Elle est gagnante pour les assureurs français parce qu'elle permet d'offrir là aussi une offre qui correspond aux demandes des clients et à faire face à la concurrence en particulier européenne que j'évoquais. Et puis elle est gagnante pour notre économie, c'est à mes yeux le plus important, parce qu'elle permet de mieux financer celle-ci, de s'adapter justement au cycle qui est le nôtre et de répondre à nos défis. Donc pour tout cela, je tenais vraiment à remercier à la fois les services de cette maison qui ont beaucoup œuvré auprès de Michel Sapin et de moi-même pour ce faire, et puis de remercier vraiment les acteurs de la place qui ont beaucoup travaillé à ce produit. Et je vais maintenant donner la parole à Thomas Buberl pour justement présenter
ce premier produit. On pourra répondre ensuite à quelques questions. Merci pour votre attention. Monsieur le ministre, messieurs, dames, bonjour. Je suis très heureux de vous présenter cette première innovation dans un monde très difficile, comme vous pouvez imaginer, un monde avec des taux bas, un monde avec la volatilité sur les marchés d'actions qu'on n'a pas vu avant. Et si on regarde la perspective, c'est difficile d'imaginer que ça va changer dans le court terme. Les assureurs sont des investisseurs long terme et sont des investisseurs pour leurs clients, pour les besoins de clients, parce que la question pour les clients, c'est comment on peut vraiment accumuler la fortune qu'on a besoin dans le temps de retraite. Et deuxième question, comment on peut vraiment assurer qu'on a assez de l'argent dans la phase de retraite. Les assureurs sont vraiment des investisseurs qui focalisent sur la question de diversification en termes d'acheteurs des grands morceaux d'investissement, mais aussi en termes d'avoir un bilan qui est très diversifié et qui gère bien le rendement pour nos clients. Et c'est aujourd'hui que c'est certainement difficile de vraiment arriver à produire ces rendements. Le ministre a évoqué la question de Solvabilité 2, les marchés financiers, tout ça a changé, tout ça est plus difficile qu'il y a 10 ans, mais les besoins des clients n'ont pas changé. Il faut toujours accumuler les fortunes, il faut toujours avoir la protection décès et disability, et il faut avoir un fonds de pension, en retraite qui est suffisamment pour vraiment avoir une dernière phase de vie qui est sécure. Dans cette notion et dans cet environnement difficile, AXA a déjà commencé il y a longtemps de se diversifier dans des autres classes d'investissement. On a commencé vraiment avec se mettre dans la partie infrastructure et dans la partie entreprise de taille intermédiaire depuis 2013 en Europe. Et c'est vraiment important que l'assureur supporte le développement, l'économie réelle par vraiment des projets variés et par vraiment l'entrepreneuriat qui est derrière ces projets. Ça veut dire aujourd'hui, on a déjà investi 2,6 milliards d'euros en France du faveur de financement de l'économie réelle. Et c'est très important de vraiment supporter aussi cette partie de l'économie qui n'est pas toujours les grandes entreprises, mais qui est vraiment les entreprises en petit et moyen taille. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la prochaine étape parce que la grande question est comment on peut vraiment soutenir plus les PME et les entreprises en taille intermédiaire. Parce que c'est toujours difficile de trouver des moyens et des instruments pour vraiment investir là-dedans. Mais si on regarde l'activité d'économie, si on regarde vraiment où sont les grandes innovations, ils sont beaucoup de fois dans les PME et dans les entreprises à taille intermédiaire. C'est pourquoi on est très heureux de vous présenter et proposer à nos clients la première véhicule en capital d'investissement qui vraiment bénéficie des dispositions de la loi pour la croissance, activité et égalité des chances. Et ministre, je vous vraiment remercie pour cet soutien que vous avez donné au peuple français, aux gens qui veulent vraiment arriver à gagner de l'argent et pour leur retraite. C'est vraiment une étape très importante pour aller plus loin et pour soutenir l'économie réelle. Qu'est-ce que ça veut dire? L'assurance vraiment permis d'investir dans les actifs tangibles. On a déjà lancé un produit il y a quelques ans dans la partie immobilier où on a fait une structure qui est assez similaire avec des immobiliers. C'était un fort succès en France et nous, clients, nous avons demandé
pourquoi est-ce qu'on peut aller plus loin et d'investir dans la partie réelle d'économie qui sont les PME et les entreprises en taille intermédiaire. Le private equity, c'est toujours une classe qui était très difficile pour les assureurs parce que ça demande de la solvabilité, c'est un certain risque pour les clients et la grande question était toujours qu'est-ce que c'est avec la liquidité? Avec ce produit, on a vraiment trouvé une nouvelle classe d'investissement qui est vraiment à part des marchés d'actions qui aujourd'hui sont très volatiles et les marchés obligataires qui ont des taux d'intérêt qui sont très bas et qui vont rester bas. Là, c'est vraiment une solution d'investir différemment et d'investir dans une activité qui supporte l'économie réelle. C'est important qu'on suive vraiment les besoins que nos clients ont et qu'on offre ce véhicule maintenant où on peut vraiment travailler avec un partenaire très important, NextStage, et merci encore une fois pour cette excellente coopération dans la phase de développement du produit pour vraiment travailler ensemble dans cette offre pour le marché. En conclusion, cette innovation est très importante. Nous sommes les premières. J'aimerais bien que les autres suivent. C'est important de vraiment élargir la gamme d'investissement dans un temps très difficile d'investir. Les marchés d'investissement sont difficiles, mais les besoins des clients n'ont pas changé. Et il faut trouver, comme secteur d'assurance, il faut innover des nouveaux moyens, des nouveaux instruments pour vraiment mettre les besoins en commun avec les investissements. Et je suis vraiment très fier qu'on a trouvé une solution innovante maintenant pour soutenir des PME et des entreprises à taille intermédiaire et pour vraiment mettre les deux côtés ensemble, le besoin de rendement pour la retraite et le besoin de financement pour le développement et pour l'innovation dans l'économie française. Merci et je passe la parole. Monsieur le ministre, cher Emmanuel, cher Thomas, mesdames et messieurs, je suis fier de représenter NextStage AM, une société de gestion entrepreneuriale et indépendante que j'ai cofondée en 2002 avec mon associé Jean Lavidas. Nous avons à ce jour levé plus de 500 millions d'euros investis dans l'économie réelle. Nous nous sommes rencontrés en 2001 à New York. Déjà entrepreneurs, nous avons décidé de revenir en France avec l'ambition de créer NextStage AM, un des leaders aujourd'hui du capital développement basé à Paris. Revenir des États-Unis en France et en plus s'intéresser à l'investissement en equity et pas en dette dans les entreprises de taille moyenne, c'était déjà, en 2002, très contrariant. Screaming Media, l'entreprise que j'avais cofondée, était rentrée au Nasdaq. Elle est devenue ensuite MarketWatch, qui est le leader aujourd'hui de l'information financière sur Internet et qui a été rachetée par Dow Jones pour un peu plus de 550 millions de dollars. L'entreprise de Jean David, NetValue, était rentrée en bourse au Nouveau Marché à Paris. En 2008, NextStage AM s'est renforcé avec l'arrivée de nouveaux associés, Vincent Bazy et Nicolas Saint-Etienne. Et c'est aujourd'hui une équipe entrepreneuriale et indépendante de 24 personnes, femmes et hommes, qui partagent les mêmes valeurs autour d'un capitalisme entrepreneurial et à visage humain. Et nous sommes aussi accompagnés par deux grandes maisons que sont Artemis et Amundi, que je remercie. Nous sommes non pas des investisseurs financiers, mais des entrepreneurs investisseurs. Nous connaissons la saveur, mais aussi l'enjeu et les difficultés d'être entrepreneur. C'est pourquoi nous avons décidé de faire de l'investissement de long terme en equity le moteur de notre stratégie et de notre différence. La mission de NextStage AM n'est pas d'acquérir des entreprises, mais d'investir dans le temps aux côtés des entrepreneurs de talent, comme Olivier et Philippe, qui sont à la tête d'entreprises de taille moyenne pour leur permettre, étape par étape, de devenir les championnes européennes ou mondiales de leur marché. Nous vivons actuellement l'émergence brutale de la troisième révolution industrielle, une révolution technologique, mais aussi industrielle et darwinienne. À l'image d'un arbre dont les racines seraient les ressources humaines et naturelles,
les entreprises de taille moyenne sont celles qui identifient les opportunités résultant de ces bouleversements technologiques et industriels. Et elles s'inscrivent non pas dans des silos verticaux, des secteurs qui appartiennent à l'économie du XXe siècle, mais dans des grandes tendances de fond transversales qui structurent la vision industrielle de notre stratégie d'investissement. L'économie de la valeur de nos émotions et la qualité d'expérience client, l'industrie en demande, l'Internet industriel et l'économie positive ou croissance verte. Tel est le cœur de la vision de NextEdge-AM. Depuis 14 ans maintenant, nous avons accompagné plus de 108 entreprises, souvent à l'échelle de l'Europe ou du monde, telles que Vulcain, Trace TV, Gruo, Cap Cinéma, Greenflex, Combini, leguide.com. Aujourd'hui, les 67 entreprises de taille moyenne que nous accompagnons représentent ensemble plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et près de 20 000 personnes salariées. Et en décembre 2015, le savoir-faire de NextEdge a été récompensé par le Gold Award du meilleur fonds européen de capital développement, ce qui veut au moins dire en France que l'on peut créer de la valeur dans des entreprises de taille moyenne en investissant avec peu ou pas de levier et avec une vraie vision industrielle. Mais aujourd'hui, nous voulons aller plus loin et nous inspirer, nous en parlions tout à l'heure, de l'exemple allemand en participant activement au développement d'un Mittelstand français. Il y a 2 ans déjà, cher Emmanuel, les entrepreneurs français, les pouvoirs publics ont créé avec succès le concept de la French Tech. Il nous faut maintenant, et c'est ma proposition aujourd'hui, créer, développer et réussir le concept du French Mittelstand. Rappelons que les 28 800 entreprises de taille moyenne emploient en France 2 800 000 personnes et représentent seulement 28% du PIB. Elles réalisent en moyenne 46 millions d'euros de chiffre d'affaires. En Allemagne, que je connais bien, les entreprises de taille moyenne emploient 6,9 millions de personnes et représentent 37% du PIB. Elles réalisent en moyenne 108 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette différence de taille est un élément clé du taux de chômage, 11% en France, 6% en Allemagne. Le déficit des exportations françaises est de 45 milliards d'euros, contre une balance positive des exportations allemandes de 243 milliards d'euros, un record dont 85% sont réalisés par le Mittelstand. Nous avons en France un déficit majeur des entreprises de taille moyenne, qui sont les oubliés de notre stratégie industrielle depuis 1975. Cette faiblesse handicape notre pays dans une guerre économique où il faut savoir se projeter de manière innovante et agile à l'échelle d'un monde devenu plat. Les ETI de demain sont aujourd'hui des PME et des entreprises de taille moyenne qui, comme un arbre mal irrigué, ont un véritable besoin de financement en fonds propres et non de dette pour financer leur croissance et leur innovation. C'est pour cela que nous souhaitons orienter l'épargne existante vers elles. En cela, l'assurance vie est une ressource à la fois très importante et très insuffisamment investie dans l'économie réelle. Elle représente, selon la FFSA, plus de 1 600 milliards d'euros. Il y a 12 mois, nous avons créé NextEdge SCA, non pas un fonds, mais un véhicule d'investissement de long terme dans les entreprises de taille moyenne françaises et européennes du XXIe siècle. Ce véhicule d'investissement a déjà levé plus de 100 millions d'euros après un premier tour de table avec quelques-uns des plus grands investisseurs privés, Artemis, Tétis, Jean-Luc Loyer, et institutionnels tels que AXA, Ardian, Amundi, le Fonds de garantie des assurances. Et à ce jour, nous avons déjà pu réaliser 6 premiers investissements sur 12 mois et notre objectif est de réaliser au total 35 à 40 investissements au travers de ce véhicule pour optimiser la diversification. Dans des entreprises comme Fountaine Pajot, comme Acorus, dont on parlera, BAO, Linksea dans le domaine de l'assurance vie sur Internet, Adopt ou FSO Consulting. Notre philosophie est d'apporter à la tête à des entrepreneurs à la tête d'entreprises de taille moyenne ce que j'appelle du capital patience. Et c'est une réponse unique et innovante. Et donc, ce n'est pas on coupe les arbres tous les 5 ans, si on peut rester 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce que quand on se développe à l'échelle du monde, c'est le temps qu'il faut pour arriver à grandir. Et c'est une réponse unique et innovante dans un contexte actuel de désintermédiation du financement des PME et des ETI en Europe, qui bascule à l'image du modèle américain sur une dynamique où il y aura de moins en moins de financement en dette par les banques et il y aura de plus en plus de financement en equity par le marché, et ce, de manière désintermédiée. Et aujourd'hui, ce mardi 5 juillet, 10 jours après le Brexit, est une étape importante pour l'évolution de l'assurance vie en France et plus modestement du développement de NextEdge. NextEdge Croissance, ce nouveau véhicule en unité de compte en capital investissement, qui a été constitué pour orienter
l'assurance vie des Français dans l'économie réelle et qui recevra les 40 millions d'euros, pas 40 milliards, 40 millions, investis par AXA et par les clients d'AXA, c'est-à-dire pour leur permettre de s'investir directement vers les entreprises de taille moyenne. Ainsi, ces entrepreneurs de talent deviendront les champions de leur marché pour leur permettre de réussir leur processus d'intégration de l'innovation, le développement à l'international et leurs opérations de croissance externe. Il est aujourd'hui vital d'accompagner les entreprises de taille moyenne qui représentent la meilleure chance et la meilleure solution dans notre pays pour créer de l'emploi, de la croissance et de la compétitivité. Nous voulons une épargne utile et productive. Les épargnants veulent une assurance vie qui ait un sens économique et social et qui leur apporte pour préparer leur retraite. Nous créons ensemble un écosystème qui génère un investissement utile à l'économie de notre pays. Je tiens à remercier M. Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, et son équipe remarquable, pardon de vous faire rougir, qui, grâce à son écoute, a su analyser et comprendre l'intérêt et l'enjeu de développer autour de l'assurance vie, en unité de compte en private equity, une philosophie différenciante d'investisseurs de long terme dont notre pays a tant besoin. Merci pour cette écoute bienveillante et ces échanges formidablement constructifs. Avoir une administration qui sait innover et qui sait travailler de manière collaborative, cela fait la différence. Merci à Thomas Boeberl, merci à Olivier Marié et aux équipes d'AXA Wealth, d'AXA Banque Privée et d'AXA France qui, par leur engagement et leur leadership autour d'une assurance vie, je les cite, qui finance la croissance, marquent l'importance d'un tel projet de l'évolution de l'épargne. Elle contribue à désenclaver l'épargne longue des Français qui est encore trop congelée, il faut le dire, pour lui permettre, à l'image des fonds de pension anglo-saxons, de créer de la croissance économique et sociale et de produire des rendements plus importants que ceux des contrats en euros qui sont devenus cruellement insuffisants. Merci aussi à un entrepreneur, un grand entrepreneur qui a remarquablement réussi, qui est un grand monsieur et un patriote rare et authentique, sans qui cette initiative n'aurait jamais vu le jour. Merci, mon cher Thierry. Puis un grand merci aux équipes de NextEdge, dont l'engagement a permis de faire aboutir cette vision. Pour reprendre cette citation de Mark Twain que je partageais récemment, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et comme l'entrepreneur, c'est l'équipe, je laisse maintenant la parole à deux entrepreneurs de talent, Philippe Banquet, Acorus, et Olivier Rollin de Adopt. Merci. Juste avant, peut-être. Comme je dois filer, s'il y a des questions, s'il n'y en a pas, Désolée, Carole Guirado pour l'AFP, c'est sur Hinkley Point. Je souhaitais savoir si l'État était favorable pour convoquer un conseil d'administration, de manière anticipée maintenant que le CCE a refusé de statuer. Merci. C'est une décision qui appartient aujourd'hui à l'entreprise. L'État, je me suis déjà exprimé la semaine dernière, considère qu'il n'y a pas de changement majeur sur ce qui est une négociation en cours sur le plan industriel et commercial. Et donc, nous aurons à nous exprimer dans le cadre du conseil d'administration de l'entreprise sur la situation. J'ai eu plusieurs réunions de travail avec la direction générale. J'ai à plusieurs reprises rencontré l'intersyndicale d'EDF sur ce sujet. C'est maintenant à l'entreprise de convoquer, selon les règles de la gouvernance d'entreprise et du dialogue social, les bonnes instances pour prendre la décision. Nous avions simplement souhaité que, justement, il y ait les réunions que nous devions avoir au sein du CCE dans l'entreprise. Mais en tant qu'actionnaire, même très majoritaire, nous n'avons pas à nous immiscer ni dans la gouvernance, ni dans le dialogue social de l'entreprise. Oui, moi c'est le magazine Gestion de Fortune. Est-ce qu'il y a d'autres assureurs qui s'apprêtent à lancer aussi des contrats avec des unités de compte en capital investissement? Je sais que CNP la semaine dernière a annoncé une UC mais, en capital investissement, mais liquide, qui rentrait donc pas dans le cadre de du projet de loi, de la loi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres assureurs sur la place? Il y en a plusieurs. La plupart justement des assureurs du secteur financier qui ont dans leur clientèle
existante ou projeter l'opportunité justement d'une telle offre, la développe. Et donc il y a des travaux en cours, de manière d'ailleurs imminente, d'autres assureurs développeront des travaux comparables avec d'autres acteurs. C'est là la première utilisation concrète que nous célébrons aujourd'hui, mais il y a évidemment beaucoup d'autres assureurs. Je pense que d'ailleurs AXA développera aussi d'autres fonds et d'autres véhicules qui, dans le cadre de ce texte. Mais la plupart des assureurs de la place travaillent évidemment sur ce sujet et développeront dans les prochaines semaines ou les prochains mois des offres comparables. Très bien. Et je vous remercie beaucoup pour ce qui me concerne. Je vais m'éclipser. Mais en vous remerciant à nouveau pour l'engagement qui a été le vôtre, parce que je pense que c'est une avance importante. Et je vais, en m'excusant auprès d'eux, laisser la parole à nos deux chefs d'entreprise. Merci beaucoup. Au revoir, messieurs, dames. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, bonjour. Acorus est une entreprise de services en bâtiment dont la mission est de rénover des actifs immobiliers en site occupé. Nos clients sont donc les grands bailleurs sociaux, assureurs, infrastructures, mais aussi hôteliers, santé, collectivités. Ces clients souhaitent remettre en état, adapter, transformer, mettre aux normes leurs actifs immobiliers sans interrompre leur exploitation pour protéger leurs revenus. Remettre en état 20 000 logements entre deux locataires l'année dernière, rénover tous les appartements habités d'une tour HLM ou les 540 chambres d'un hôtel 5 étoiles en exploitation, ou encore les passerelles d'accès aux avions à Orly, sont quelques-uns de nos savoir-faire. Pour réussir à satisfaire nos clients dans la durée, nous avons fait le pari un peu fou de la création d'emplois plutôt que de privilégier la sous-traitance, j'allais dire à bas coût, comme il est d'usage dans le bâtiment. On a ainsi créé 500 emplois en 5 ans. Nous sommes aujourd'hui 700 et notre effectif continue de grandir d'à peu près 20 personnes par mois, et ce depuis 20 mois. Pour maîtriser nos prix, nos délais et notre rentabilité, on a industrialisé notre process grâce au Lean appliqué à la rénovation. Lorsqu'on a fait ça en 2012, on était les premiers en France à le faire. Et pourtant, si vous avez fait faire des travaux chez vous, vous vous êtes sûrement rendu compte que la réduction des gaspillages, fondement du Lean, c'est probablement la première source de productivité dans le bâtiment. Une particularité de nos interventions en site occupé, c'est que nos clients nous demandent de prendre en compte leurs intérêts et ceux de leurs propres clients. Le locataire du bailleur, l'assuré de l'assureur. Il nous faut créer une chaîne de confiance. C'est notre philosophie du sourire partagé qui met de l'émotion dans cette relation et qui nous distingue de nos concurrents qui vont privilégier la technique ou le juridique. Pour y parvenir, nous avons imaginé une organisation fondée sur la confiance et l'autonomie, sous la forme de mini-entreprises d'une dizaine de personnes maximum, regroupés en territoire et qui collaborent ensemble, notamment au travers de notre réseau social d'entreprise, Google+. Alors le résultat, c'est que notre chiffre d'affaires en 5 ans a été multiplié par 4 pour atteindre 100 millions d'euros. La croissance est particulièrement forte l'année dernière, plus 56%, suite à la prise de participation de NextEdge, qui nous a permis de réaliser notre première croissance externe et d'ouvrir 3 agences en province. Notre potentiel de croissance reste fort à 10 ans, on va dire, parce que les fondements de notre développement sont l'urbanisation et son corollaire, le manque de logements, le manque d'infrastructures, mais aussi la transition énergétique, la transition démographique avec le vieillissement de la population. Oui, on est aussi une entreprise de la silver economy, ou bien l'explosion du tourisme. À court terme, on envisage de poursuivre notre développement en province, d'être présent sur toutes les agglomérations grandes françaises, puis en Europe. En termes de clientèle, on vient de se rendre compte que le plus gros propriétaire d'actifs immobiliers, finalement, c'est le particulier. Alors nous lançons une offre intégrée autour d'un site internet qui permettra
de répondre aux attentes de ces particuliers avec la même qualité de service et la même proximité que celle que nous offrons déjà à nos clients B2B. Alors si vous voulez essayer Acorus, c'est simple, il suffit de cliquer. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Adopt est une entreprise qui fabrique des parfums. Nous sommes basés à Bordeaux. Nous développons une gamme de 120 fragrances à ce jour. Nous distribuons également nos parfums, des produits cosmétiques et des accessoires de mode dans notre réseau de magasins qui compte 108 points de vente en franchise et en succursale. Nous travaillons également à l'international. Nous sommes présents dans une quinzaine de pays. Et bien entendu, nous sommes présents aussi sur la toile, sur le net. Nous développons une stratégie multicanale avec notamment les blogueuses qui sont très présentes dans l'univers de la beauté cosmétique et qui sont en relation permanente avec nos clientes cibles qui sont les jeunes femmes actives entre 20 et 30 ans. Notre projet consiste à voir le marché du parfum sous un autre angle et passer de la bouteille de parfum qui repose sur la tablette dans la salle de bain à un flacon de parfum qui suit nos clientes et nos clients depuis un mois maintenant. On a développé une gamme de parfums hommes qui suit nos clientes partout, à tout moment, grâce à un packaging adapté pour se positionner dans les sacs à main ou dans les poches des vestes, par exemple. De manière à ce que le parfum puisse s'adapter à toutes les situations que nos clientes vivent au quotidien. Donc en allant faire du sport, en allant à une soirée ou pour aller travailler. Donc on a chez Adopt une autre façon d'envisager le fait de se parfumer. Et de ce fait-là, on ambitionne une croissance assez forte. Sur l'année 2016, cette année, on va ouvrir 20 magasins en France et on souhaite poursuivre ce rythme de développement chaque année, entre 20 et 30 ouvertures de magasins sur les 5 prochaines années, de manière à porter le réseau de magasins de 300 à 350 points de vente en France, doubler la taille de la société, passer de 22 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2015 à plus de 50 millions en 2020, et de créer de l'ordre de 500 emplois en France. Voilà. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ?